pour présenter ses réponses toute seule ou parmi les membres de sa délégation comme elle estime approprié. Vous avez la parole, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des droits de l'homme. Je vais peut-être y aller assez très brièvement par rapport aux éclaircissements et aux détails demandés par les membres du comité. D'abord, pour faire un tout petit commentaire par rapport au délai observé relativement à la présentation du rapport, 17 ans après. Heureusement que l'intervenant qui a parlé de cela a essayé de comprendre le Burundi par rapport à la situation dans laquelle notre pays était, la situation de conflit cyclique, la situation de crise, déjà émanant de l'assassinat de notre premier président démocratiquement élu en 1993, ce qui a plongé le pays dans des difficultés énormes. Ce qu'il fallait comprendre, que c'était peut-être difficile de produire le rapport très rapidement pour pouvoir le présenter au comité. Et là, nous présentons nos excuses, mais cela n'est pas dû à notre volonté, mais c'est dû à une situation qui a prévalu dans notre pays, une situation vraiment, je dirais, involontaire. Alors, par rapport à l'article 19, à la première question posée par le comité, nous sommes taxés comme quoi nous n'avons pas bien répondu aux différentes interrogations du comité par rapport aux exemples des cas de tribunaux, les cas de procès des tribunaux qui ont été rendus en respectant les dispositions pertinentes du pacte. Et ici, comme vous le voyez, nous avons essayé de répondre tout en indiquant l'article 19 de la Constitution burundaise. Et c'est la base elle-même qui fait que lorsque les juges, lorsque les magistrats rendent des procès, se réfèrent toujours aux instruments internationaux ratifiés par notre pays. Parce que l'article 19 de la Constitution intègre les instruments juridiques internationaux qui ont été ratifiés par notre pays, y compris le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et lorsque les juges rendent les procès, rendent les jugements, lorsque les juges rendent les jugements, ils se réfèrent bien évidemment aux lois, aux textes de loi qui sont les textes de loi internes, et si je veux dire au code pénal, au code de procédure pénale, au code portant organisation et la compétence judiciaire. Tous ces textes-là, ce sont des textes qui sont adoptés et promulgués par le pays et qui se réfèrent à la loi fondamentale qu'est la Constitution de la République, laquelle Constitution a déjà intégré les instruments internationaux ratifiés par le pays, y compris le pacte. Ceci veut dire qu'en rendant les jugements, les juges ont toujours à l'esprit les dispositions pertinentes du pacte pour rendre les jugements équitables, pour rendre les procès équitables à l'égard des justiciables. Donc, on ne pourrait pas peut-être citer les exemples des procès, des jugements, parce que tous les jugements qui sont rendus sur le territoire national sont rendus au nom du peuple burundais et sont rendus au nom de la Constitution. Je pourrais peut-être tout simplement citer un seul exemple. Le cas où par exemple, la loi, au Burundi, il n'y a pas de loi sur la succession. On est en train de préparer ce projet de loi. C'est pour cela, je vais avoir le moment de le dire, je l'ai dit tantôt, et c'est pour cela d'ailleurs qu'une étude a été menée pour voir l'impact de cette loi sur la succession, sur la société burundaise. Alors, n'ayant pas de loi sur la succession, on dirait que peut-être la femme, la fille, lorsqu'il advient qu'il y ait des conflits fonciers dans des familles, on penserait que la femme et la fille ne sont pas protégées par rapport aux biens familiaux. Alors que non, parce que le juge, même n'ayant pas la loi sur la succession pour s'y référer, le juge se réfère
aux dispositions pertinentes du pacte pour justement rendre équitablement le procès à l'égard de la femme et de la fille. Parce que la fille burundaise et la femme burundaise, même s'il n'y a pas de loi, même si ce cadre-là est régi par la coutume burundaise, le juge se réfère aux dispositions pertinentes du pacte pour rendre équitablement le procès entre le garçon et la fille qui sont d'une même famille. Ça, c'est un exemple, entre parenthèses, que je voulais citer. Mais sinon, tous les procès qui sont rendus sur le territoire se réfèrent à la Constitution, laquelle Constitution intègre les instruments internationaux ratifiés par notre pays. Alors, pour la deuxième question, vous nous posez la question de savoir si l'État est prêt à ratifier le premier protocole, parce que par erreur, excusez-nous, par erreur, on n'a pas parlé du premier protocole, on a parlé du deuxième simplement. On est prêt à ratifier le premier protocole aussi, comme on est prêt à ratifier le deuxième protocole. Et d'ailleurs, les deux projets de ratification sont déjà en cours de préparation. Donc, on est déjà prêt à ratifier ce genre de protocole. À la troisième question, vous nous demandez la participation de la société civile dans le choix, dans la nomination des membres de la Commission indépendante nationale des droits de l'homme. Et je vais dire que la loi qui met en place, la loi qui organise la Commission indépendante nationale des droits de l'homme, c'est une loi qui est là et qui a été adoptée et promulguée par notre pays. Et c'est une loi, souvenez-vous, qui a été hautement appréciée par la communauté internationale parce qu'intégrant les différents éléments qui montrent le respect, bel et bien le respect des principes de Paris. Et cette loi, au sein même de cette loi, il est indiqué comment les membres de la Commission indépendante nationale des droits de l'homme doivent être recrutés, doivent être nommés, doivent être choisis. C'est bel et bien par une commission ad hoc qui est mise en place par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Et cette commission ad hoc est composée par les députés de l'Assemblée nationale. Et c'est bel et bien indiqué dans la loi qui a été, je vais dire, largement acceptée. Et la commission ad hoc fait appel à la candidature. Appel à candidature à tout le monde, y compris les membres de la société civile, y compris tout le monde qui aimerait bien participer à la Commission indépendante nationale des droits de l'homme. Et dans ces conditions, même les membres et beaucoup de membres de la société civile ont présenté leur candidature et ont été choisis par la commission ad hoc. Ceci veut dire, je vais préciser, bien évidemment d'ailleurs, que le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi est membre de la société civile, étant donné que c'est un religieux déjà. Et d'autres membres également de la société civile qui sont là, comme membres de la CNDH. Ceci veut dire, même si la société civile n'est pas impliqués, n'est pas intégrés dans la commission ad hoc chargée de recruter les membres de la commission, ils sont quand même choisis par la commission ad hoc et deviennent membres de la commission nationale indépendante. Et vous dites qu'il semblerait que les deux derniers membres qui ont été choisis tout dernièrement par la commission ad hoc auraient été nommés par un seul parti, le parti au pouvoir. Ça, c'est pas vrai. Je crois que les informations que vous aurez reçues, monsieur le membre du comité, ne seraient pas certainement fondées, parce que la commission ad hoc qui a choisi les deux membres en remplacement des membres dont le mandat avait expiré, bien évidemment, la commission était composée par les députés, oui, provenant du parti au pouvoir, ça c'est évident, mais également par des députés provenant du parti qui n'est pas au pouvoir. Le parti Frodebo, par exemple, le président de la commission ad hoc, le vice-président de la commission ad hoc, déjà, était un membre du parti qui n'est pas au pouvoir, un membre du Frodebo Nyakuri. Donc, ceci veut dire, ceux qui ont choisi les membres de la CNDH, les deux membres de la CNDH, étaient largement composés. Bon, bien évidemment, s'il y aurait l'un ou l'autre d'un parti qui compose le Parlement qui ne serait pas présent dans la commission ad hoc, cela n'entacherait pas la transparence dans le choix des deux membres de la commission nationale indépendante.
Alors, vous dites qu'il y a risque que les ressources de la commission, la CNDH, soient insuffisantes parce que le budget de l'État va en diminuant, c'est vrai. Le budget de l'État va en diminuant. Cela est dû au problème général budgétaire, au problème de trésorerie de notre pays. Et c'est pour cela, justement, quand nous exposons les difficultés que nous avons par rapport à la mise en œuvre des dispositions pertinentes du pacte, nous invoquons justement le problème de moyens, le problème de budget. Et c'est pour cela que nous avons toujours fait recours à nos partenaires techniques et financiers pour toujours rester à nos côtés et venir à notre aide pour pouvoir mettre en application les dispositions pertinentes du pacte. C'est dommage que le budget alloué à la CNDH va en diminuant d'année en année, c'est vrai. Mais c'est dû justement à ce problème que nous avons et nous comptons sur la gentillesse, la clémence, la participation de nos frères et sœurs, la participation de nos amis, partenaires pour nous appuyer, pour que la Commission puisse exercer ses missions dans toute indépendance, dans toute aisance. Alors, deuxième intervention, c'est par rapport... vous demandez quelles sont les mesures administratives et judiciaires en vue d'éliminer les discriminations et l'inégalité des personnes. Il n'y a aucune référence des tribunaux concernant les plaintes de discrimination. Quelle est l'instance chargée de cela? Je vais dire que les instances qui sont chargées de suivre les plaintes relatives à la discrimination, c'est d'abord la société civile. Ce sont les associations de promotion et de défense et de protection des droits humains, les associations des femmes, les associations féminines. Ce sont les individus, c'est la population qui porte plainte devant les instances qui sont habilitées à recevoir ces plaintes-là. Et ces instances-là, c'est d'abord la Commission indépendante nationale des droits de l'homme qui est habilitée pleinement à recevoir les plaintes relatives aux inégalités, à la discrimination. C'est l'institution de l'Ombudsman. C'est le ministère en charge des droits humains dont j'ai eu la chance de coordonner présentement. Et toutes ces institutions-là ont la latitude de saisir directement les instances judiciaires habilitées pour porter plainte contre ces situations. Encore que même les individus, de façon individuelle, ont la latitude de saisir les instances judiciaires habilitées pour qu'ils puissent être écoutés et pour que leur cause soit entendue par les juridictions. Alors, concernant la loi dépénalisant l'homosexualité, c'est bien que l'intervenant a lui aussi constaté que pour que cette loi puisse être, il faut un changement de culture, il faut un changement d'état d'esprit de la société. Ça, c'est tout à fait normal. Et comme je le disais tantôt, je disais que la société burundaise n'est pas encore prête et que cela risquerait d'être à ses mœurs. Et je le dis tout à fait convaincu parce que je sais très bien que même dans d'autres sociétés, pour qu'une telle loi ait existé, ou alors pour qu'il y ait une loi qui autorise de façon légale et officielle l'homosexualité et qui autorise d'ailleurs l'union entre deux personnes de même sexe, il y a eu d'abord préparation d'état d'esprit de la population. Ça, c'est certain. Et tous les pays, comme je le sais, tous les pays ne sont pas au même stade par rapport à cette question-là. Et mon pays, le Burundi, également, est à un stade qui n'est pas bien évidemment avancé par rapport à cela, mais qui va avancer certainement. Et là, j'aimerais demander la compréhension du comité pour que notre pays, pour que notre société ait le temps d'évoluer par rapport à cette question. Certainement que l'on va évoluer, mais présentement, on n'a pas encore évolué par rapport à cela. Alors, vous nous dites, ce n'est pas une raison de rester bras croisés. Oui, ce n'est pas une raison de rester bras croisés, et on ne reste pas bras croisés. On échange avec les autres, on échange un tout petit peu pour voir quelle est vraiment l'étape, quel est vraiment le stade
sur lequel notre société se trouve présentement. Et pour essayer de constater, est-ce qu'il est le moment aujourd'hui d'avancer un projet de loi dépénalisant l'homosexualité? Nous disons que nous avons déjà constaté que ce n'est pas encore le moment et que nous attendons que nous évoluions et nous allons le faire. Alors, maintenant, à dire qu'il y a des informations de menaces, de détention des homosexuels et des lesbiennes, qu'il y aurait une certaine homophobie contre les homosexuels et des lesbiennes dans la fonction publique, qu'il y aurait également un décret du ministère, ce ne serait pas un décret du ministère d'ailleurs, ce serait une ordonnance du ministère de l'Éducation qui dirait que les homosexuels soient renvoyés de l'école. Ça, je dois dire très véritablement que ce n'est pas vrai. Et là, je le dis vraiment étant tout à fait convaincue. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que les homosexuels et les lesbiennes au Burundi, ils existent, on le sait. Mais il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas un critère de reconnaissance des homosexuels et des lesbiennes que nous avons, qu'ils ont, pour pouvoir les identifier lorsqu'ils sont parmi les autres. Ceci veut dire, quand ils sont à l'école comme écoliers, ils sont à l'école comme élèves, ils sont à l'école comme étudiants. On ne les identifie pas sur un critère d'homosexualité ou d'autres choses, ou d'autres orientations sexuelles. Non, ça, c'est pas vrai. Quand ils sont au travail comme travailleurs, pas comme homosexuels, pas comme lesbiennes. Et ils ne sont même pas identifiés comme tels. Ceci veut dire que les formations que les membres du comité auraient reçues, je crois que cette information-là ne serait pas du tout fondée. La participation de la femme dans la prise de décision. Oui, c'est bien, 30% de quota minimal prévu par la Constitution. Nous aimerions avoir un quota un tout petit peu élevé par ailleurs et nous sommes en train d'y travailler. Ne vous en faites pas, nous en sommes conscients. Mais vous dites que ces quotas ne sont pas toujours respectés, ne sont pas toujours appliqués partout. Vous donnez l'exemple des gouverneurs et des administrateurs qui ne respectent pas le quota de 30%, effectivement. Mais je vais préciser que le quota de 30% est un quota qui a été initié d'abord par l'accord d'Arusha, ensuite par la Constitution, mais c'était un quota qui parlait uniquement des mandats électifs. Tandis que les gouverneurs, les administrateurs n'ont pas de mandat électif. Mais je dois dire que, par exemple, pour les gouverneurs, nous avons toute une politique nationale de réforme administrative qui vise justement le respect genre dans l'octroi des fonctions administratives. Et la fonction de gouverneur revient dans les fonctions administratives. Et nous avons toute une politique qui sera appliquée justement pour pouvoir respecter le genre dans la nomination des gouverneurs. Déjà, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous avons déjà 2 gouverneurs femmes sur 17. C'est un pas par rapport au passé. Et nous pouvons nous en réjouir. Et nous pensons que la fois prochaine, on en aura encore plus. Et par rapport aux administrateurs, les administrateurs sont choisis parmi les conseillers communaux. Et les conseillers communaux, justement, le code électoral d'avant n'autorisait pas, ne donnait pas des instructions comme quoi les conseillers communaux doivent respecter justement ce quota de 30%. Mais maintenant, avec le code électoral de 2014, on aura à observer le quota de 30%, même au niveau des conseillers communaux. Et c'est là où on va choisir les administrateurs. Et les administrateurs choisis, parmi les conseillers communaux, où l'on retrouve des femmes au quota de 30% au minimum, nous espérons que nous allons avoir des administrateurs femmes, respectant ainsi le genre dans ces postes-là. Alors, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le deuxième vice-président de la République et le premier vice-président de la République sont tous des hommes. Mais oui, ce sont tous des hommes. On aimerait avoir des femmes parmi ceux-là.
Mais on avait eu la chance d'en avoir d'ailleurs déjà à la première législature. Nous avions déjà une femme présidente de l'Assemblée nationale, qui était présidente de l'Assemblée nationale déjà en 2005, de 2005 je crois à 2007. Nous avions déjà une femme qui était deuxième vice-présidente de la République, de 2005 à 2007 également. Mais bon, la situation politique, des raisons politiques ont fait que ces femmes soient changées, soient remplacées par des hommes. Eh bien, on aimerait que ce soit des femmes. Mais on va continuer à plaider avec votre appui. Peut-être que les très hautes personnalités du pays, on va compter parmi elles les femmes. Quel progrès il y a pour amender les dispositions discriminatoires du Code de personnes de la famille? Et je vais dire que j'avais eu l'occasion de le dire quand je présentais mon premier exposé. Déjà, le Code des personnes de la famille est en cours de préparation par rapport à son amendement. Et nous pensons que, parce que nous avons déjà commencé à échanger par rapport à cela, nous pensons que les dispositions discriminatoires contenues dans le Code des personnes de la famille vont totalement être amendées dans le nouveau projet qui est en cours de préparation. Et cela, il y a implication même de la société civile qui aide les acteurs, les agents du gouvernement pour pouvoir préparer ce projet-là. Et très incessamment, d'ailleurs, le projet du Code sera présenté au niveau du Conseil des ministres. Et vous dites que par rapport au Code de la nationalité, les femmes peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants, ça c'est vrai. Mais les infos que vous aurez diraient que c'est difficile que la femme transmette la nationalité à son enfant. Cela n'est pas vrai, parce que je le dis en tant qu'ancienne ministre de la Justice, j'ai eu à connaître ces cas-là. Quand la femme veut transmettre la nationalité à son enfant, ce n'est pas difficile du tout et ça devient d'ailleurs automatique. L'enfant issu d'un père étranger et d'une mère burundaise, automatiquement, il est burundais. Et c'est automatique, on lui délivre une carte d'identité burundaise, on lui délivre les actes de naissance burundais, comme quoi il est burundais. Ce n'est pas du tout difficile. Et je crois que l'information relative ne serait pas peut-être fondée à ce niveau-là. Vous avez parlé d'un comité de lecture sur le projet du Code de personnes de la famille. Et vous m'avez demandé de réagir par rapport à cela. Et comme réaction, je crois que la compréhension qui aurait eu lieu par rapport à ce que j'ai dit au cours de mon exposé ne serait pas vrai, parce que je disais qu'il y a eu déjà un comité de lecture du draft de rapport sur l'étude du projet de loi sur la succession, les régimes matrimoniaux et les libéralités, pas sur le Code de personnes de la famille. Parce que le Code des personnes de la famille est en cours de préparation. Il y a tout un comité, toute une commission qui est en train de préparer ça. Donc, ce n'est pas un comité de lecture, c'est un comité plutôt de préparation du projet de code. Alors, comme troisième intervention, bon, vous parlez d'un rapport lacunaire par rapport à la situation d'état d'exception. Comme quoi notre Constitution ne serait pas vraiment, je veux dire, large par rapport aux différentes dispositions pertinentes du pacte, n'indiquant pas les droits indérogeables, mais parlant simplement de la non-dissolution du Parlement quand il s'agit d'un état d'exception. Ça, c'est vrai. Notre Constitution n'est pas vraiment très bavarde par rapport à cela. Elle aurait dû l'être. Je promets transmettre la recommandation au moment opportun, de voir comment le moment de révision ou d'amendement de la Constitution on puisse intégrer les différents droits indérogeables de par le pacte international relatif aux droits civils et politiques pour que notre Constitution soit
la plus large possible. Ça, je promets de le faire. Et la fois prochaine, je sais très bien que vous allez me demander si je l'aurais déjà fait. La lutte contre le terrorisme. Alors, le programme d'alerte et de protection de certains endroits, c'est vrai que nous le faisons, de par même la politique générale de lutte contre le terrorisme, en se référant à la politique internationale de lutte contre le financement du terrorisme. Et vous nous demandez une question un tout petit peu délicate par rapport à la stigmatisation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Peut-être, si j'ai bien compris l'esprit de l'intervenant, en se cachant derrière la lutte contre le terrorisme. Et ici, je vais donner une précision comme quoi les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, quand ils sont appréhendés, quand ils sont poursuivis par les magistrats, ici, ils ne sont pas poursuivis. Je suis membre du gouvernement et je suis ministre en charge de la question justement des droits de l'homme. Pour dire que, en défenseur des droits de l'homme, quand il défend très bien les droits de l'homme et quand il reste dans les normes de défense justement des droits de l'homme, de promotion et de protection des droits de l'homme, il est bien évidemment à protéger parce qu'il est en train de protéger les autres droits. Mais en tant qu'individu et pas en tant que défenseur des droits de l'homme et pas en tant que journaliste, je dis bien en tant qu'individu, lorsqu'il enfreint la loi, parce que le principe universellement reconnu, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque cet individu-là, en tant qu'individu, enfreint la loi, c'est normal que la justice le poursuive. Mais simplement, il faut que ces poursuites qui sont faites à l'égard de cette personne-là, à l'égard de cet individu-là, à l'égard de tous les individus qui ont enfreint la loi, soient des poursuites qui respectent pleinement la loi. Et que cet individu puisse avoir l'occasion, et c'est son droit le plus absolu d'ailleurs, puisse avoir l'occasion de défendre sa cause, de plaider sa cause. Mais aujourd'hui, malheureusement, certains pensent que les journalistes, que les défenseurs des droits de l'homme sont poursuivis parce qu'ils sont défenseurs des droits de l'homme. Là, je dis non. Que les journalistes sont poursuivis parce qu'ils sont journalistes. Là, je dis non. Peut-être quand ils exercent leur mission, peut-être qu'ils passent outre l'exercice de leur mission et qu'ils enfreignent la loi. Et dans ces conditions, tous les pays seraient désolés de ne pas demander à une personne pourquoi il a enfreint la loi. Et c'est pour cela que la loi existe et c'est pour cela que les lois au niveau national et au niveau international, c'est pour cela que les lois existent. Et l'ordre public de par le monde des pays doit être sauvegardé, doit être protégé. S'il advenait qu'il y ait des personnes qui sont vraiment poursuivies parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont défenseurs des droits de l'homme, là, ce serait une erreur monumentale de la part de l'État et ce serait à corriger. Mais sinon, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui auraient été poursuivies de par ces qualités. Et la quatrième intervention, vous dites que le projet de loi sur les violences sexuelles est basé sur le genre, se trouve au Parlement. Effectivement, ça se trouve au Parlement. Et vous nous demandez combien de temps ça prendra pour que cette loi soit promulguée. C'est vrai que le projet de loi sur les violences sexuelles basées sur le genre a été présenté au Parlement déjà l'année passée. C'est vrai, je crois au mois de juin ou juillet, je ne m'en rappelle pas. Et que même présentement, le projet de loi se trouve encore sur la table du Parlement. C'est vrai, à l'apparence, ça passe beaucoup plus de temps. Mais cela a été dû du fait que le Parlement, du moins la commission parlementaire, a pris du temps pour échanger en long et en large avec la société civile et avec les experts qui avaient été demandés et mandatés à cet effet
pour appuyer la commission parlementaire, pour avoir des éléments clairs pour pouvoir amender, pour pouvoir apporter des éléments d'amendement à ce projet de loi. Et je dois dire que tout récemment, la commission parlementaire a appelé un membre du gouvernement, qui était moi-même d'ailleurs, pour pouvoir commencer alors à échanger sur ce projet de loi. Un projet de loi qui avait fortement été amendé. Et nous sommes justement en pourparlers avec la commission parlementaire pour pouvoir faire avancer le projet en plénière du Parlement. Et je pense que très incessamment, le projet sera analysé en plénière et sera bien évidemment adopté par le Parlement, puis ensuite promulgué. Nous l'attendons, nous aussi, incessamment et impatiemment. Alors, par rapport aux statistiques, par rapport à les statistiques liées au cas de violation, de violence à l'égard des femmes, je dois déplorer cette situation justement parce que nous n'avons pas de données statistiques précises par rapport aux violences faites aux femmes. Nous savons qu'il y a des violences faites aux femmes, faites aux filles. Il y en a. Mais nous n'avons pas vraiment de statistiques, de données statistiques liées à cette situation. Et c'est pour cela justement que d'ailleurs nous avions demandé à nos partenaires de nous aider par rapport à cela pour pouvoir avoir un cadre approprié qui puisse nous indiquer vraiment de façon claire sur les données statistiques sur cet état de fait. Et nous allons continuer à plaider pour que nous puissions avoir des moyens pour pouvoir le faire, parce que c'est très nécessaire. Vous avez totalement raison, monsieur le membre du comité. Par rapport au procès liés aux violences faites aux femmes, il y en a également les procès liés aux violences faites aux femmes et aux filles. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais malheureusement, nous ne sommes pas venus à Genève avec un recensement vraiment détaillé des cas de procès, mais il y en a. Peut-être que l'on pourrait vous les envoyer ultérieurement. On pourrait certainement les chercher au niveau des tribunaux et on pourrait les avoir. On pourrait déjà vous les envoyer pour faciliter votre compréhension par rapport à la situation du pays face à cet état de fait. Alors, y a-t-il un programme qui puisse aider les auteurs, les présumés, les auteurs des violences faites aux femmes à s'amender? Oui, il y a tout un programme. Il y a toute une stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, laquelle stratégie a été fortement appuyée par nos partenaires, surtout les Nations Unies d'ailleurs, au travers l'ONU Femmes, et au travers également les autres agents des Nations Unies, qui nous ont appuyés pour la mise en application de cette stratégie. Laquelle stratégie d'ailleurs a abouti à la création du Centre de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre, le Centre Omura dont je parlais tout à l'heure, qui prend en charge les victimes des violences basées sur le genre, sur le plan vraiment intégral, le plan psychologique, médical, judiciaire, communautaire, matériel, et qui poursuit les auteurs de ces violences-là. Parce que nous avons mis ensemble les magistrats et les policiers dans son centre-là, qui agissent en synergie très rapidement et qui saisissent les tribunaux très rapidement, et saisissent les chambres spécialisées qui se trouvent dans les tribunaux et qui ont été créées à cet effet pour justement rendre des jugements rapides à l'encontre des auteurs des violences basées sur le genre. Donc, nous avons toute une stratégie que l'on est en train d'exécuter et ça donne de très bons résultats par rapport à cela. Alors, combien de centres de prise en charge, combien de centres d'accueil? Nous en avons un centre du gouvernement, c'est le centre Omura dont je parlais, qui se trouve à l'intérieur du pays. Mais nous avons également des centres privés, des centres initiés par la société civile, comme Centre Seruka, comme Centre Nourengaro, qui nous aident et qui appuient le gouvernement justement dans ce genre de choses, en poursuivant les auteurs des violences et en prenant en charge les victimes de ces violences-là sur le plan intégral. Mais également, nos partenaires comme la Banque mondiale, mais également comme le système des Nations Unies est en train de nous aider pour créer d'autres centres au niveau régional
pour que les victimes des violences basées sur le genre aient beaucoup de centres pour pouvoir porter leurs plaintes et pour que les auteurs de ces violences soient poursuivis très rapidement. Est-ce que le viol conjugal est sanctionné par la loi? Oui, bien évidemment, le viol conjugal est sanctionné par la loi, est sanctionné par le code pénal, parce que le viol conjugal a été érigé en infraction, mais c'est une infraction sur plainte. C'est-à-dire que celui qui s'estime lésé sur le plan conjugal n'a qu'à porter plainte, et lorsqu'il porte plainte, les parquets, les tribunaux la reçoivent, et puis juge et puis rend le procès équitable. Est-ce que la commission mise en place par le procureur général avait été mandatée pour investiguer sur les cas de torture? Oui, il avait été mandaté pour investiguer sur les cas de torture parce que justement, au lendemain des élections de 2010, et d'ailleurs pendant même les élections de 2010, il y a eu des cas de torture, il y a eu des cas de tuerie des gens. Il y a eu certains cas de tuerie. Et c'est pour cela justement que les autorités compétentes ont mis en place ces commissions-là pour pouvoir investiguer sur tout ce qui s'est passé. Et je dois dire que les personnes qui auraient perdu leur vie pendant cette période-là, je dois présenter mes excuses parce que je ne suis pas venue avec vraiment des cas très détaillés et très précis. Mais tout ce que je sais, c'est que pendant les 2 mois que la commission a travaillé sur ces cas, a investigué sur ces cas, déjà 6 personnes, 6 présumés auteurs ont été appréhendés et se trouvent présentement en prison. 6 déjà, ça je sais. Mais les personnes qui auraient trouvé la mort dans cette période, là, je dois dire que je n'ai pas vraiment des indications claires. Je pourrais peut-être les envoyer par après pour continuer à éclairer le comité. Le cas de la commission Vérité et Réconciliation, 11 membres qui seront des commissaires, dont 4 femmes, ce qui est en pas déjà. Sont-ils déjà nommés? Non, ils ne sont pas encore nommés. Il y a eu nomination d'une commission ad hoc chargée de recruter les 11 membres commissaires de la commission Vérité et Réconciliation. Et la commission ad hoc est à l'œuvre maintenant. Elle est en train de dépouiller les dossiers à candidature qui ont été déposés par plus de 800 candidats, membres de la commission Vérité et Réconciliation. Vous comprenez que c'est une tâche qui n'est pas facile, mais la commission ad hoc est déjà à l'œuvre. Et quelle procédure pour les nommer? C'est la même procédure en fait qui a été suivie pour nommer les membres de la Commission indépendante nationale des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a eu nomination, mise en place d'une commission ad hoc par le Parlement, laquelle commission ad hoc comprend les sénateurs et les députés de toute tendance et qui sont en train alors de recruter ces 11 membres commissaires de la CVR. Alors, après avoir recruté ces 11 membres de la CVR, ils vont d'abord recruter 33 membres, lesquels 33 membres vont être soumis en plénière au Parlement pour pouvoir choisir les 11. C'est-à-dire que l'action de recrutement de ces commissaires est vraiment transparente. Alors, les ressources humaines et financières pour la Commission Vérité et Réconciliation, les ressources humaines, c'est d'abord les 11 commissaires, mais c'est ensuite les cadres d'appui qui seront recrutés par les 11 commissaires, agissant vraiment en Assemblée générale. Et ce sera également, ils vont recruter également d'autres personnes qui vont agir, qui vont travailler à l'intérieur du pays dans des cadres régionaux. Tandis que les ressources financières, il y a tout un budget qui a été préparé par le Burundi, par le gouvernement, mais c'est un budget qui n'est pas satisfaisant. Et c'est pour cela que nous avons commencé et nous allons continuer à le faire, à demander la contribution, l'appui de nos partenaires pour que la Commission Vérité et Réconciliation puisse vraiment bien travailler dans toute transparence, dans toute neutralité, dans toute indépendance pour pouvoir bien découvrir la vérité sur tout ce qui s'est passé depuis les années de l'indépendance jusqu'à un temps que la loi a fixé.
Le tribunal spécial viendra après l'exploitation du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. À quelle date? À quelle date, je ne saurais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que, de par la loi, le tribunal spécial viendra au moment... La question du tribunal spécial viendra au moment où les acteurs concernés, les intervenants en la matière, le gouvernement, le Parlement et les Nations Unies, c'est précisé comme tel de par la loi, aura terminé l'exploitation du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation et se seront convenus, ces 3 intervenants se seront convenus de la mise en place du tribunal spécial, cette fois-ci après l'exploitation du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Et cela, je dois dire que ça a été, je vais dire, un élément consensuel d'ailleurs entre le gouvernement et les Nations Unies, parce que il y a eu beaucoup d'échanges entre notre gouvernement et les Nations Unies sur cette question et nous sommes tombés d'accord qu'il faudrait commencer par le premier mécanisme de justice transitionnelle, le mécanisme non judiciaire que la Commission Vérité et Réconciliation, ensuite le mécanisme judiciaire que sera le tribunal spécial, pour ne pas peut-être occasionner des interférences par rapport au programme de réconciliation et au programme de lutte contre l'impunité. Nous avons opté pour cette stratégie. La protection des victimes et des témoins, quel est l'intitulé de ce projet? L'intitulé, c'est le projet de loi portant protection des victimes et des témoins. Et c'est un projet de loi, c'est une loi qui, une fois promulguée, sera une loi nécessaire pour justement la mise en application des autres lois, comme le Code pénal, comme la loi anticorruption et les infractions connexes, et comme la loi sur la Commission Vérité et Réconciliation, justement, qui nécessitera qu'il y ait une autre loi sur la protection des victimes et des témoins pour faciliter justement le travail de la Commission, pour que les victimes et les témoins soient totalement protégés, pour qu'ils ne puissent pas avoir peur de dire la vérité et rien que la vérité. Alors, comme 5e intervention, c'est par rapport à l'augmentation des cas des victimes d'exécution extrajudiciaire, comme quoi il y aurait un manque de volonté politique, comme quoi il y aurait un régime judiciaire faible, comme quoi quand il y a des présumés coupables qui sont les auteurs, qui sont les policiers de l'État ou les ressortissants de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD, comme quoi les magistrats ne sont pas vraiment très enthousiastes. Je veux dire qu'il y a toute une pleine volonté politique de notre gouvernement de pouvoir promouvoir et protéger les droits de la personne humaine. Il y a toute une volonté politique. Et les actions, comme vous le verrez, les actions qui sont faites à ce niveau-là, ce sont des actions qui visent la promotion, la protection des droits de la personne humaine et qui visent d'ailleurs la mise en application des dispositions pertinentes du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et c'est pour cela que dans nos prisons, quand vous parlez du désengorgement des prisons, c'est que les prisons sont toutes pleines. Sont toutes pleines des auteurs ou des présumés auteurs des infractions ou des crimes. Les assassinats, les tueries, les meurtres, les tortures et d'autres cas similaires et d'autres infractions qui sont reconnues par la loi et qui sont réprimées par la loi. Alors, à dire qu'il n'y a pas de volonté politique pour pouvoir réprimer les cas de violation de la loi. Ici, excusez-moi, je vais parler de cas de violation flagrante des droits de la personne humaine à la place des cas d'exécution extrajudiciaire. Parce que je me dis, de par la définition internationale, je me dis que pour ne pas vraiment entrer en détail par rapport à cela,
c'est qu'il n'y a pas de préposés de l'État qui sont mandatés par le gouvernement pour tuer, pour assassiner, pour faire des cas de violence ou de torture. Et ces personnes-là, lorsqu'elles sont appréhendées, en train d'enfreindre la loi, ils sont appréhendés et sont poursuivis au titre individuel, pas au titre qu'ils seraient mandatés par le gouvernement. Et là, il me serait vraiment difficile de dire que le gouvernement est là-dedans pour parler de l'exécution extrajudiciaire. Mais tout ce que je sais, c'est que lorsque les présumés auteurs sont appréhendés, ils sont poursuivis et réprimés et punis conformément à la loi sur le plan individuel, étant entendu que la responsabilité pénale est individuelle. Alors, est-ce que les jeunes ressortissants de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD, est-ce qu'ils ne sont pas appréhendés? Je dirais non. Sauf s'il y a peut-être des cas, des personnes qui se seraient cachées. Ça, c'est possible. Mais lorsque ces jeunes-là, comme tous les autres jeunes par ailleurs, les jeunes du parti au pouvoir ne sont pas étiquetés comme jeunes du parti au pouvoir, mais ce sont de jeunes citoyens comme les autres partis, autres que le parti au pouvoir, enregistrent des jeunes à leur niveau. Et ces jeunes-là, lorsqu'ils commettent des fautes, ils sont appréhendés, ils sont poursuivis, ils sont punis. Et c'est pour cela que dans nos prisons renferment des jeunes qui sont poursuivis justement par le corps judiciaire, par les magistrats, de par les procédures légales qui sont fortement mises en place par le gouvernement. Ceci veut dire qu'en fait, le cas de violation flagrante des droits de la personne font toujours objet de poursuites judiciaires de par nos magistrats. Quel est le mandat de la CVR? Le mandat de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est d'abord d'enquêter sur tout ce qui s'est passé au Burundi depuis l'indépendance jusqu'à la date qui a été déterminée par la loi. Je crois que c'est la date là où le dernier mouvement rebelle a cessé de commettre des exactions. C'était en 2008, je crois, si je me trompe. Et enquêter alors tout ce qui s'est passé, découvrir la vérité, faire connaître au Burundi quelle est la vérité sur tout ce qui est sur ces conflits cycliques qui ont endeuillé notre pays depuis l'indépendance, depuis les années 1962 jusqu'en 2008, et de faciliter la réparation aux victimes par rapport à tout ce qu'ils ont subi, la réparation, et de promouvoir la réconciliation du peuple burundais. Mais en passant, la Commission Vérité et Réconciliation est appelée également à travailler à ce qu'il y ait une même lecture de l'histoire du Burundi par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, il s'agira de tout un programme qui sera initié par la Commission Vérité et Réconciliation par rapport à la réparation. Par rapport à la réparation, par rapport à l'écoute des victimes et des témoins et des présumés auteurs de ces violations-là. C'est donc tout un programme qui est vraiment précisé par la loi sur la Commission Vérité et Réconciliation. Alors, le nombre de plaintes par rapport au cas de torture, là aussi, je dois vraiment présenter toutes mes excuses et l'excuse de ma délégation. Nous ne sommes pas venus avec les cas détaillés de cas de torture, mais nous savons que les cas de torture sont là justement parce que nous pouvons les avoir au niveau des archives des tribunaux. Ça, on aurait peut-être à les envoyer aux membres du comité. Tandis que les mécanismes de lutte contre la torture, sauf que l'on est en train de mettre en place un mécanisme national de lutte contre la torture, on est en train de le mettre en place présentement, mais nous avons également la Commission indépendante nationale des droits de la personne humaine et l'institution de l'Ombudsman qui nous aide justement
à recevoir les plaintes liées à la torture et à saisir les parquets, les cours et tribunaux pour pouvoir suivre et poursuivre les auteurs de ce crime-là. Est-ce que la définition de la torture est conforme à la définition de la Convention contre la torture? Bien évidemment, parce que nous avons, je dirais même que nous avons fait copier-coller à la définition retenue dans la Convention contre la torture, et c'est la définition elle-même qui a été retenue dans notre code. Alors, le dernier intervenant a parlé d'un cas, il a parlé de Katanga. Je n'ai pas vraiment saisi Katanga là où c'est, mais j'ai essayé de comprendre que ce serait vraiment un cas d'un commissaire qui aurait été accusé de meurtre à Gitega, l'une des provinces du pays qui est au centre du pays. Peut-être que c'est à Gitega, parce que Katanga, là, vraiment, j'ai pas su quel endroit de mon pays. Mais sinon, c'est un commissaire qui a été poursuivi justement pour meurtre. Et les informations que j'avais quand j'ai quitté le pays, c'était que, en fait, ce commissaire-là était en train d'être poursuivi et que les magistrats étaient en train d'analyser soigneusement, judiciairement ce cas. Mais je n'ai pas vraiment eu l'occasion de connaître quel est le sort, quelle est l'issue du procès. Là, je pourrais, juste à l'arrivée au pays, je pourrais demander quelle est l'issue de ce procès-là. Mais tout ce que je sais, c'est que ce commissaire-là était poursuivi par la justice. Alors, l'avant-dernière question était relative. Est-ce que le Burundi envisage de ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture? J'aimerais très bien préciser que le protocole facultatif à la Convention contre la torture a été déjà ratifié par notre pays. Et la formation des agents, des acteurs d'application de la loi a fait que les cas de torture diminuent. Est-ce que c'est pour cela ou alors c'est parce que les victimes ont peur de parler? Les victimes de torture n'ont pas peur de parler chez nous maintenant. Ils parlent à haute voix. Et lorsqu'ils parlent, les présumés auteurs sont poursuivis. Et c'est pour cela justement que ces cas de torture vont en diminuant. Et les membres des associations, les membres de la société civile qui travaillent avec nous sur ces cas-là sont témoins. Peut-être qu'ils seraient dans la salle. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie, Madame la Ministre. Thanks to the interpreters for staying on a couple of extra minutes. Je remercie les interprètes d'être restés quelques minutes supplémentaires pour permettre à Madame la Ministre de conclure les réponses aux questions, ce qui nous permettra de commencer demain avec des questions de suivi que nos collègues souhaiteront peut-être poser avant de passer à la deuxième série de questions sur les points en suspens. Nous souhaitions lui laisser ce temps pour terminer, ce qui permettra à la délégation d'avoir la soirée de libre, ce qu'il mérite certainement après avoir répondu ainsi à toutes ces questions avec lesquelles nous les avons inondées. Je souhaite remercier la délégation, nos collègues, les observateurs et encore une fois les interprètes pour être restés quelques minutes supplémentaires. La séance est à présent close et nous reprenons demain matin à 10 h.